Salut la classe et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de champs magnétiques. Sachant que les champs magnétiques, on en avait déjà parlé. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de champs magnétiques, portant sur le champ magnétique. Et dans cette vidéo, je parlais de manière ramassée la définition et les propriétés relatives maintenant au champ magnétique. La définition du champ magnétique, on avait dit que c'était un grandeur vectoriel. Donc, comme c'est un grandeur vectoriel, il est caractérisé par une direction, un sens et une norme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a créé? Un champ magnétique est généralement créé par l'action d'une force provenant d'un aimant. Voilà. Et donc, ça peut être créé par de l'intensité électrique, etc. Voilà. Donc, ça, c'était de manière ramassée les détails qui concernaient le champ magnétique. Et tout à la fin de cette vidéo-là, je disais que dans la prochaine vidéo, nous allons parler des applications. Donc aujourd'hui, je me ramène directement aux applications concernant les champs magnétiques. Voilà. Donc, la première application que je vais proposer, c'est un conducteur électrique. Donc là, on va parler de conducteur électrique. Un conducteur électrique, c'est un fil de connexion. Un fil de connexion qui est capable de transporter du courant électrique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau des conducteurs électriques? Donc, il faut remarquer que au niveau des conducteurs électriques, il n'y a pas de pôle. Il n'y a pas de pôle. Donc, on ne dira pas qu'il sera polarisé pour un conducteur électrique. Donc, il n'y aura pas de pôle. Mais le sens du champ magnétique B, et j'appelle que le champ magnétique, on note pas B vecteur. Le sens du champ magnétique sur un conducteur électrique dépend de l'intensité du courant. Voilà. Ensuite, l'intensité du champ magnétique B augmente avec l'intensité du courant. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque l'intensité du courant augmente, lorsqu'on fait varier l'intensité du courant, le champ magnétique aussi va varier. Donc, si le courant augmente, le champ magnétique augmente. Et le champ magnétique diminue avec la distance du conducteur. Donc, c'est ça, de manière ramassée, ce qui est du champ magnétique concernant un conducteur électrique, c'est-à-dire un fil de connexion. Et donc, par définition, on a pour un fil de connexion, pour un fil, maintenant, le champ magnétique sera défini ainsi. Ou bien pour des fils, si vous voulez, pour des fils, le champ magnétique sera défini ainsi. Voilà. Donc, on a B égale mu 0I sur 2I de pi d. Voilà. Donc, ça, c'est la définition de manière ramassée. Tout à l'heure, j'avais dit que l'intensité du champ magnétique dépend de l'intensité du courant. Donc, si le courant augmente, le champ magnétique augmente. Parce que là, ils sont proportionnels. Ensuite, on a dit que ça diminue lorsque la distance qui sépare du conducteur du fil diminue aussi. Et donc, je vais donner un exemple. Un exemple très simple. Je donne un fil. Ça, c'est un fil. C'est mon fil. Mon fil F1, si vous voulez, fil F1. Voilà. Et maintenant, au niveau de cette fil-là, de ce fil, je fais parcourir un courant d'intensité I. Un courant d'intensité I. Et maintenant, c'est cette flèche-là qui indique le sens de l'intensité du courant I. Donc ici, on dira que le sens du courant I est dirigé vers le haut. Maintenant, je peux définir deux points, le point M1 et le point A. Maintenant, si nous regardons, on peut demander de représenter ici deux champs magnétiques. Le champ magnétique B1 en M1 et le champ magnétique B2 en M2. Voilà. Maintenant, pour représenter ces champs magnétiques-là, donc on va se focaliser sur l'intensité du courant I. Parce que rappelez-vous, ici on a dit que le sens du courant, le sens du champ magnétique dépend de l'intensité du courant I. Donc, comme I est ascendant, donc vous allez prendre la main droite, parce que là je rappelle la règle de la main droite. Donc ici, ce sera les doigts là qui vont diriger le sens de l'intensité du courant. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est la paume qui sera dirigée vers le point. Et maintenant, c'est le pouce maintenant qui représentera le champ magnétique. Et donc, je pose comme ça. Vous avez vu, là on a posé. Donc les doigts là dirigent le sens, l'intensité du courant. Maintenant, on a besoin du point M. Le point M est dans cette constance-là. On tourne la main. On tourne la main jusqu'à ce que la paume fait face au point M. Et maintenant, on regarde le pouce. On regarde bien. Il sera dirigé comme ça. C'est-à-dire il va être sorti.
Et donc, au niveau du point M, le champ magnétique B sera sortant. Donc, on voit ici que B1 est sortant. Maintenant, on va refaire la même chose au niveau du point M2. Comme le point M2 est situé dans ce sommet droite, maintenant on tourne vers le point M. La paume maintenant doit être dirigée vers le point M. Et donc, si on regarde la pouce maintenant, il sera entrant. Ça va rejoindre le tableau. Donc, ça fait comme si ça entrait dans le tableau. Donc, ici, le champ magnétique sera entrant au niveau du point M2. Voilà, donc ça, c'était ce qui concernait le champ magnétique lié au conducteur rectiligne. Voilà, donc tout à l'heure on parlait de conducteur rectiligne. Maintenant on va parler de bobine plate. Qu'est-ce qu'une bobine plate? Donc ça c'est la représentation géométrique d'une bobine plate. Maintenant on va voir les caractéristiques. Maintenant dans une bobine plate, toutes les lignes de champ entrent par la face nord et sortent par la face sud. Donc les lignes de champ vont entrer par la face nord. Donc ils vont entrer par la face nord et vont sortir par la face sud. Donc ça c'est une propriété très importante. Mais le champ magnétique est d'autant plus important que l'intensité du courant est élevée et que le rayon parce que là on a une forme de disque. Donc c'est la représentation géométrique, une forme de disque. Raison pour laquelle on parle là de rayon. Donc on dira que maintenant elle est d'autant plus importante que l'intensité du courant est élevée et que son rayon est petit. Donc à partir de ça, on peut résumer maintenant la définition du champ magnétique, de la norme du champ magnétique dans une bobine plate. Donc pour une bobine plate, le champ magnétique, la norme sera définie par μ0 I sur 2R. Donc R c'est le rayon du disque, μ0 c'est la perméabilité du vide, I c'est l'intensité du courant, et l'intensité du courant qui parcourt la bobine plate. Donc voici en quelque sorte ce qu'on peut retenir maintenant des bobines. Voilà, donc à présent nous allons parler de solénoïde. Qu'est-ce qu'un solénoïde? Un solénoïde c'est une bobine d'abord, c'est ça qu'il faut comprendre. Un solénoïde c'est une bobine et la représentation géométrique c'est ça la représentation géométrique. Maintenant, un solénoïde c'est une bobine longue, donc c'est une bobine très longue dont la longueur c'est tout ça, c'est ça la longueur, dont la longueur est supérieure à 10 fois son rayon. Donc si on a une bobine qui admet cette relation là, cette bobine là sera assimilée à un solénoïde. Donc généralement on le pose dans les exercices, on dira maintenant montrer que la bobine est un solénoïde. Quand on demandera de montrer que la bobine est un solénoïde, vous allez calculer la longueur de la bobine et le comparer à 10 fois son rayon. Si la longueur de la bobine est supérieure à 10 fois son rayon, dans ce cas on va assimiler la bobine à un solénoïde. Voilà, donc pour la norme du champ magnétique sera ainsi. Donc B sera égal à μ0 NI sur L. μ0 c'est la perméabilité du vide. N c'est le nombre de spires, c'est le nombre d'enroulements, parce que c'est l'enroulement, c'est une bobine. I c'est l'intensité du courant qui parcourt. Et le L là c'est la longueur de la bobine. Voilà. Donc si on pose petit n égale à grand N sur L, donc la définition là sera admise aussi. Donc on aura B égale à μ0 NI, N fois I, avec N maintenant, le nombre de spires par mètre, ou bien le nombre d'enroulements par mètre. Voilà. Maintenant, on va passer à la représentation. Donc si vous représentez un solénoïde, donc ça va se représenter ainsi. Voilà. Maintenant, cette droite là, c'est ça qu'on appelle l'axe du solénoïde. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle l'axe du solénoïde. Maintenant, ce qui va se passer quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas de courant électrique. Lorsqu'il n'y a pas de courant électrique dans le solénoïde, dans ce cas, il va exister un seul champ. Il va exister un seul champ magnétique, c'est le champ magnétique horizontal. C'est en absence de courant. Donc en absence de courant électrique, donc c'est ça qu'on obtient. En absence de courant électrique, ça lorsqu'on n'a pas encore lancé un courant électrique, il existe un champ, le champ qui existe sur le solénoïde, donc c'est le champ là, c'est le champ horizontal. Maintenant, supposons qu'on lance un courant électrique. Maintenant que le courant électrique qu'on lance là
est ascendant, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers le haut. Maintenant, si le courant est dirigé vers le haut, nous allons appliquer la règle de la main droite. Et maintenant, pour la règle de la main droite, on va faire quoi? On va poser la main comme ça. Rappelez-vous, j'avais dit que l'intensité du courant a la même direction que les doigts là. Donc, mes doigts vont suivre l'intensité du courant. Maintenant, ici, on va empoigner. Donc, regardez bien, c'est ça qu'on appelle empoigner. Dans les mains, c'est ça qu'on appelle empoigner. Donc, j'empoigne maintenant le solénoïde comme ça. Et maintenant, si j'empoigne le solénoïde, c'est le pouce. C'est le pouce maintenant qui va indiquer le sens de B. Donc, voici le courant, j'empoigne. Vous avez vu? Et donc, B est dans ce sens-là. Et donc, je vais représenter le sens du solénoïde. Donc, le sens du solénoïde, je le note par BS. Sens du solénoïde. Et maintenant, comme il y a existence de deux sens, le sens B horizontal et le sens B solénoïde, donc il doit avoir un résultat entre les deux. Parce que si on fait la somme des vecteurs, il va exister un autre vecteur. Et ce vecteur-là, c'est la résistance, c'est le résultat des deux. Et je le note par B. Et donc, de manière simple, on dira que le B là, le B qu'on vient de définir, le B est égal à la somme des deux. Donc, ce sera égal à B solénoïde plus B horizontal. Voilà. Maintenant, on pourrait nous demander de déterminer la déclinaison par rapport à l'axe. La déclinaison par rapport à l'axe, donc je note par alpha. Et donc, dans ce cas, comme on ne connaît pas encore comment dire, le champ résultant, on va dire que maintenant la déclinaison ou bien l'inclinaison, donc on va passer par tangente. Pourquoi on passe par tangente? Parce que si vous utilisez tangente, l'hypoténuse ne fera pas partie. Et l'hypoténuse ici, c'est le sens résultant B. On va employer tangente maintenant. Parce que si vous employez tangente, l'hypoténuse ne va pas sortir parce que l'hypoténuse B, on ne connaît pas. N'est-ce pas? Voilà, raison pour laquelle on applique tangente et tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc ici, le côté opposé, c'est le vecteur champ BS. Et le côté adjacent, c'est le vecteur champ B. Et donc dans ce cas, on a tan alpha égale à BS sur BH. Donc, si on détermine alpha, on dira maintenant que alpha, ce sera égal à, donc on va dire simplement que alpha égale à tangente moins 1 de BS sur BH. Voilà. Donc ça c'est l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Parce que si on demande de représenter l'aiguille aimantée serait sous cet axe-là. Donc l'aiguille aimantée serait ainsi. Il serait là. Donc c'est ici que va se trouver l'aiguille aimantée. Ça, ce sera la face nord et ça, ce sera la face sud. Et donc c'est l'aiguille aimantée qui suit cette inclinaison-là. Donc c'est ainsi qu'on détermine une inclinaison. Pensez toujours à utiliser tangente. Parce que si vous utilisez tangente, vous n'aurez pas besoin du sens résultant B. Voilà. Et maintenant, BH, on le connaît. BH c'est une constante. On dit que BH égale à 2 10 puissance moins 5 Tesla. Voilà. Donc c'est 2 10 puissance moins 5 Tesla. Maintenant pour BH, on a dit que c'est mu0 I sur mu0 NI sur L. Dans l'exercice, on va vous donner le nombre de spires, on va donner l'intensité, on va donner L. Vous remplacez et vous calculez. Et si vous calculez, vous trouvez la valeur de l'inclinaison alpha. Voilà, donc nous allons peut-être se limiter ici sur ces trois applications-là. Donc ce qui restera, ce seront les exercices d'application que je vais proposer dans le groupe. Voilà.